Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui para o nosso Lingotalks número 20 já. É um grande prazer receber vocês aqui para esse talk, esse bate-papo. Hoje estamos em companhia de Vanessa, fundadora da oficina Beija-Flor, e a gente está muito, super animado de receber ela hoje com a gente e vamos deixar ela se apresentar em breve, tá bom? Mas primeiro, vamos explicar um pouco quem somos, o que é Lingopaz, e para quem também está novo aqui, e também vou me apresentar um pouco. Então, eu sou Lilian, eu sou francês, eu trabalho na Lingopaz como Learning Community Manager e tutor de francês. Então, como eu falei, eu sou francês, acho que dá para perceber como eu estou aqui, e faz agora 3 anos que eu estou morando no Brasil. Alors, sobre a Lingopaz. A Lingopaz é a plataforma de ensino de idiomas online, multicanal, que foca no desenvolvimento pessoal dos alunos. A nossa proposta é a seguinte: não importa o seu perfil, o seu jeito de aprender, as suas preferências, a gente vai conseguir dar um ensino adaptativo a vocês, porque sabemos que cada um de vocês são únicos. Hoje, propomos aulas online de inglês, francês, espanhol e agora a gente está desenvolvendo o português para os estrangeiros, para organizações e individuais. Sobre o Lingotalks, sobre o nosso evento de hoje. Então, vocês podem perguntar, mas, Lilian, o que é o Lingotalk exatamente? E qual é a diferença com o bate-papo tradicional? Então, como eu falei um pouco antes, temos uma plataforma de aprendizagem multicanal. Essa jornada acontece por vários canais. Temos aulas com tutores, temos a plataforma de learning, temos o chat no Telegram, temos o Lingoverse agora, e agora temos também o Lingotalks. O Lingotalks são uma série de live de bate-papo conectando vocês com experts internacionais do mundo inteiro para colocar seus aprendizados em perspectiva e ajudar vocês a entender melhor como os idiomas podem dar um pouquinho à sua carreira também. Só lembrando como vai funcionar esse bate-papo de hoje. Alors, nosso talk hoje vai ser em francês e em português um pouco, mas você pode participar em qualquer idioma. E durante a entrevista, se vocês não entenderem alguma coisa, fiquem à vontade para pedir para repetir, não tem problema. E depois da entrevista, teremos 20 minutinhos para responder as perguntas ou comentários. Ok, vamos começar breve, mas como eu falei, esse bate-papo será gravado, então se você não quiser aparecer na gravação, pode deixar o microfone e a câmera desligados, tá bom? Ok, agora, maintenant, je vais parler en français pour commencer notre petit exercice du portrait chinois. Alors, premièrement, Vanessa, soyez le bienvenu dans notre communauté et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci Lilian, merci à toi et bonsoir à tous. Alors, j'aimerais commencer cet entretien avec un petit jeu qui s'appelle le portrait chinois. Alors, l'idée est très simple. L'idée est de poser une question par le biais d'une analogie. Et aujourd'hui, j'aimerais vous poser la question suivante, qui se prête très bien au thème. Quelle fleur, Vanessa, vous décrit le mieux? Alors, quelle fleur me décrirait le mieux? Alors, je vais passer de manière un peu détournée sur cette question. Je vais en fait choisir toutes les fleurs que le colibri, qui est un petit oiseau très dynamique, va aller butiner. Donc, pourquoi j'en viens à ce colibri qui butine toutes ces fleurs? Parce que ce colibri, c'est un oiseau qui est d'abord tout petit. Et moi, je ne suis pas bien grande. Et puis, c'est aussi un oiseau qui va de fleur en fleur, qui, du coup, butine à une vitesse grand V, qui est capable de butiner le nectar de plus de 1000 fleurs par jour et qui me caractérise pas mal puisque je suis, je pense, une hyperactive dans l'âme.
J'ai du mal à m'arrêter, même en vacances. Donc, ça me caractérise pas mal. Ensuite, le rapport avec la fleur. Le rapport avec la fleur, c'est que le colibri est un pollinisateur. C'est un des champions de la pollinisation. Donc, c'est grâce aux fleurs et grâce aux colibris, notamment, hein, parce qu'il y a d'autres pollinisateurs, mais grâce à eux deux, que la préservation de la biodiversité se fait. Voilà, et puis c'est également cette relation entre la fleur et le colibri qui m'a inspiré la création de ma micro-entreprise qui en portugais s'appelle Oficina Beija-Flor. Atelier colibri, on dira en traduction française, Ok. sachant que c'est beaucoup plus joli que de parler d'un oiseau-mouche, qui est aussi un terme qu'on peut utiliser pour le colibri en français. C'est vrai. Voilà. Super, super, très bien. Très bonne réponse. C'est vrai. Bon, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse, mais j'aime beaucoup la façon dont vous avez détourné un peu cet exercice. Très bien. OK. Bien, super. Alors, Vanessa, pour commencer notre entretien, j'aimerais vous laisser un peu la parole. Alors, vous avez déjà un petit peu parlé de votre micro-entreprise Oficina Beija-Flor. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques minutes votre parcours, s'il vous plaît? Oui. Alors, je suis française, expatriée au Brésil depuis 4 ans. Comment suis-je arrivée au Brésil? Par mon mari, qui a eu une opportunité professionnelle au Brésil. Et dans ma vie française, donc ma vie antérieure, j'étais avocate de formation. Donc, j'ai commencé à travailler dans un grand cabinet anglo-saxon tout d'abord, dans le secteur du droit public des affaires et du droit de l'environnement. Donc, il y avait déjà une touche environnementale au tout début de mon parcours. Et puis, j'ai poursuivi dans le cadre de ma profession d'avocat par un tout petit cabinet qui, lui, était très spécialisé dans le droit de l'environnement. Et puis, au fur et à mesure, je me suis fait rattraper par un client et donc, je suis passée en entreprise. J'ai quitté ma robe d'avocat et je suis passée en direction juridique dans une grande entreprise pour travailler sur des projets de renouvellement urbain, de construction de quartiers neufs en ville, des projets d'infrastructure, de transport, train, tramway. Et petit à petit, je suis partie vers plus de gestion de projet, donc une activité plus opérationnelle. Qui m'a emmenée jusqu'à une entreprise internationale avant de faire le grand saut vers le Brésil. Grand saut vers le Brésil parce que c'est ma première expatriation et parce que c'est arrivé à un moment de ma vie où je me posais des questions professionnelles et je me suis dit que c'était une superbe opportunité de me poser et de réfléchir à ce que je souhaitais faire dans la suite de mon parcours professionnel. Donc, je suis arrivée au Brésil en 2017. J'ai repris mon rôle de maman très au sérieux avec mes 3 enfants. J'ai installé la famille et puis je me suis dit maintenant, qu'est-ce que tu souhaites faire? Sachant qu'une équivalence ici juridique était un peu compliquée, surtout dans le domaine dans lequel je travaillais auparavant. Donc, j'ai suivi des formations dans le domaine de la sustainability, donc du développement durable, parce que j'avais envie de revenir à mes premières amours, hein, le droit de l'environnement et l'environnement plutôt au sens général du terme, la gestion de projets environnementaux. Donc, je me suis formée à la Fondation Getúlio Vargas. Et puis, j'ai eu l'opportunité de travailler au département Sustainabilidade de Carrefour sur tout ce qui était projet anti-gaspillage.
Donc, ça m'a permis de mettre un pied dans le monde professionnel ici au Brésil. Et à la suite de cette expérience chez Carrefour, j'ai souhaité me lancer dans un projet entrepreneurial qui est un sens pour moi. Et donc, j'ai fondé Officine Abeja Flor, qui est une micro-entreprise pour l'instant toute neuve, qui offre des ateliers de sensibilisation à l'environnement et au développement durable aux adultes et aux enfants. Ok. Parce que j'estime qu'il est important de donner envie à chacun de faire sa part et que la problématique environnementale est une problématique très actuelle qui est incontournable aujourd'hui et qui mérite d'être appréhendée de manière, à mon avis, simple, concrète, pour que chacun ait envie de faire sa part au quotidien par des éco-gestes qui soient le plus simples possible et faciles à adopter. Voilà, Ok. pour mon parcours. Beaucoup d'expérience. C'est très riche en expérience, un parcours très riche en expérience, c'est vrai. Alors justement, j'aimerais revenir justement sur votre projet entrepreneurial. Donc, vous êtes bien la fondatrice d'Officine Abeja Flor. Donc, comme vous avez mentionné, donc voilà, c'est une micro-entreprise qui vise à sensibiliser les jeunes et également les adultes sur cette question-là de l'environnement. Alors, la première question qui me vient en tête, c'est pourquoi en 2022, c'est important de sensibiliser les plus jeunes sur ce sujet et notamment quelles sont vos méthodes d'approche. Donc, vous avez parlé de gestes simples. Quelles sont vos méthodes d'approche sur ce sujet-là? Alors, je crois que c'est important, mais pour savoir un peu pourquoi c'est important, je pense qu'il faut revenir à la définition du développement durable. Qu'est-ce que c'est que le développement durable? En fait, c'est un développement au présent qui ne compromette pas les générations futures. On se développe, mais de manière durable pour que les générations futures puissent profiter des mêmes opportunités que celles qu'on a au jour d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, malheureusement, les études scientifiques se multiplient et convergent pour dire qu'on est en train d'obérer le futur des générations à venir qui ne vivront pas de la même manière que nous, qui devront faire face à des difficultés, notamment sur le plan environnemental. Donc, je crois qu'il est très important de sensibiliser ces générations-là au fait qu'elles doivent appréhender le monde de manière différente, qu'elles doivent innover, qu'elles sont là, que ça repose beaucoup entre leurs mains. Donc je me concentre sur les enfants qui sont petits, parce que ce sont des éponges. Ils baignent déjà dans ces problématiques-là sans même le savoir. Donc, l'idée, c'est de les éveiller à cette sensibilité environnementale, de les éduquer à des gestes en faveur de l'environnement. Et c'est sous une autre approche. Les adultes sont aussi très impliqués dans l'environnement. Je n'ai jamais eu autant de sollicitations que de jeunes adultes en recherche d'emploi que depuis que j'ai fondé Officine Abeja Flor. Les jeunes adultes intègrent dans leur choix professionnel au jour d'aujourd'hui, intègrent de plus en plus l'environnement et le fait que le travail qu'ils souhaitent faire soit en rapport avec leurs valeurs et notamment des valeurs environnementales. Donc, et puis les adultes également, parce que rien n'est perdu. donc l'idée, c'est de sensibiliser également les adultes. Et pour sensibiliser, quelles sont mes méthodes d'approche? En fait, quand je conçois mes ateliers, quand je conçois mes workshops, je les conçois de manière à ce que ce soit à faire passer des messages qui soient simples. Et ce qui ne veut pas dire des messages simplistes.
mais des messages qui soient… En fait, je pré-mâche les connaissances que je vais diffuser et j'essaye de montrer les choses de manière très simple, de manière très concrète, assez régulièrement par le jeu, par l'illustration. Je trouve qu'une photo, une infographie, un témoignage valent beaucoup plus parfois qu'un grand discours. Et puis, je privilégie également les activités manuelles, l'expérimentation. L'idée, c'est de traiter mes participants en tant qu'individus. Donc, moi, en tant qu'individu, qu'est-ce que je vais pouvoir faire en faveur de l'environnement et pour ne pas être nocif à mon environnement. Et comment est-ce que je vais pouvoir le faire? Et pour moi, il faut aussi que j'intègre dans mes ateliers des solutions, des propositions, dédicaces, comme on dit en portugais. L'idée, c'est de travailler dans le cadre d'une intelligence collective et de trouver ensemble des solutions et de rester toujours positif. Toujours positif. J'aime beaucoup cette phrase, rester toujours positif. Alors, très bien, ok, très important. Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup l'image de les enfants sont des éponges et c'est vrai que je suis d'accord avec vous sur ça. Voilà, je pense que sensibiliser dès plus jeune âge, je pense que c'est super important en fait, très important parce que c'est à ce moment-là que en fait on construit nos bases, les bases de la vie en société et de la vie en collectivité. Alors, Vanessa, j'aimerais revenir un petit peu sur votre parcours professionnel. Alors, avant de vous lancer sur cette merveilleuse voie qu'est l'entrepreneuriat, donc vous avez, comme vous l'avez mentionné, vous avez travaillé en tant que consultante et également sur la gestion de projets RSE. Alors, pour Anna qui est ici, pour mes invités qui sont avec nous aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de ce concept qui est quand même assez récent et surtout, comment implanter ce concept dans les nouveaux projets en entreprise? Alors, ce concept, effectivement, de responsabilité sociétale ou sociale des entreprises, c'est effectivement, comme vous dites, Lilian, un concept qui est assez récent. Et en fait, l'idée est d'intégrer dans l'entreprise une perspective sociale et environnementale à côté de la perspective plus classiquement économique qui effectivement est la notion première en fait de l'entreprise. Donc l'idée, c'est d'amener du social et de l'environnemental dans l'entreprise par des projets. Et pour cela, il y a effectivement tout un panel d'outils de RSE pour gérer des projets RSE, qui est un panel d'outils qui est somme toute assez classique, du diagnostic ou de l'audit jusqu'après à la mise en place, à l'impulsion d'une gouvernance et puis la mise en place d'équipes, l'élaboration de plans d'action. Jusque-là, rien de très original par rapport à de la gestion de projet. Finalement, la gestion d'un projet RSE, c'est bon an, mal an, la gestion d'un projet comme on peut en avoir beaucoup en entreprise. Ce qui, à mon avis, fait la différence et ce qui fait qu'on parvient à bien gérer un projet RSE et à lui donner l'ampleur qu'il mérite, à mon sens, c'est surtout l'adhésion en fait à ce projet, l'adhésion des équipes. Pourquoi est-ce qu'on fait ce projet? Dans quelle perspective est-ce qu'on fait ce projet? Pour quel résultat est-ce qu'on fait ce projet? Quel en sera le bénéfice social ou environnemental? Pourquoi est-ce qu'une fois que ce projet sera lancé, pourquoi est-ce qu'on sera fier de ce projet? Je pense que la RSE fait appel dans l'entreprise
pour les salariés, fait appel à notre part en fait d'humanité et d'individu. C'est-à-dire que là, quand on fait un projet de responsabilité sociale, qu'on intervient dans le cadre d'une ONG pour participer à la mise en place d'un programme d'éducation, par exemple, euh, on fait une action qui est une action humaine et qui va au-delà de la question de la marge ou de telle ou telle perspective économique de l'entreprise. Donc, je crois que c'est important qu'il y ait cette dimension humaine, en fait, dans les projets RSE. Et j'ai été frappée notamment chez Carrefour, par l'expérience que j'ai pu avoir sur les projets anti-gaspillage. J'ai beaucoup travaillé sur un programme de donation au niveau national, donation de produits alimentaires, et je faisais beaucoup de formations auprès des équipes en magasin, et c'était important pour la réussite du projet et la réussite du programme. C'était important de montrer aux salariés quel était l'impact de leur acte au quotidien de tri de produits pour des familles qui en avaient besoin, pour des banques alimentaires qui redistribuaient ces produits-là, et donc avoir un sentiment de fierté et de contribution au bien-être de familles, d'enfants, d'adultes, de personnes vulnérables, etc. Donc, je pense qu'il y a cette notion vraiment humaine dans les projets RSE qu'il ne faut pas négliger. Oui, on va recentrer, créer des projets, voilà, pour, comment je pourrais dire ça? Voilà, recentrer un peu plus, comment je pourrais... Ah, j'ai oublié le mot que je voulais dire. C'est un problème. Voilà, ce sont des projets humains, voilà. Je pense que c'est ça un peu Ouais. qui manque, en tout cas, je pense, dans certaines entreprises. Et je pense que c'est important, oui, de comprendre qu'on peut mener des actions sociales, environnementales, en faisant des choses simples. Et je pense que les entreprises ont leur part à jouer sur ce terrain-là, sur ce sujet-là. Tout à fait. Tout Ils à ont fait. un très grand pouvoir, très grande responsabilité. Une grande responsabilité, et aujourd'hui, la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, et arrive en avant-scène maintenant, puisque les investisseurs eux-mêmes Oui, regardent ce qui est fait par l'entreprise et apprécient notamment la valeur de l'entreprise au regard de sa responsabilité sociétale et environnementale. oui, c'est vrai. Alors, oui, tout à fait. Après, moi, je viens de penser à ça actuellement. La limite de ce type de mouvement et qui, du coup, serait contraire à cette idée-là, ce serait voilà, le greenwashing. Je ne sais pas si c'est un concept que Oui, vous... oui. Est-ce que c'est un... Enfin, alors, ça sort un petit peu peut-être du sujet. Vous êtes libre de me dire si vous souhaitez en parler ou pas. Est-ce que c'est un problème, le greenwashing aujourd'hui, à cause Ah de oui, c'est un problème. à cause de cette pression-là? C'est un problème. En même temps, bon, c'est difficile de faire du greenwashing sans rien faire. Oui, c'est vrai. Donc, après, tout dépend ce qu'on appelle greenwashing. Je pense que s'il y a une démarche, quelle qu'elle soit derrière, c'est toujours mieux que rien. Maintenant, effectivement, on peut parfois arriver à des situations où on fait beaucoup de communication autour d'un projet qui est un micro-projet, ou pour mieux cacher d'autres choses et Oui, pour se donner une image qui belle soit une image. image verte. Voilà. Donc effectivement, j'ai tendance à voir toujours le verre à moitié plein plutôt Oui, qu'à moitié c'est vrai. vide. Et à dire qu'à partir du moment où on a la possibilité de communiquer sur une action environnementale, c'est qu'elle existe. Mhm. Après,
Est-ce qu'elle existe à la hauteur de ce qu'on veut bien communiquer? Ça, c'est autre chose et c'est effectivement Oui. le travers dans lequel tombent beaucoup d'entreprises, veulent volontairement tomber beaucoup d'entreprises en faisant du greenwashing. Mhm. Donc, c'est un sujet qui est délicat parce Oui, que c'est un sujet c'est… différent, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, oui, c'est un problème, c'est un défi en tout cas. Et ça, du coup, ça me permet de continuer sur notre entretien. Euh, sur la question du développement durable au Brésil. Alors, est-ce que cette idée de fonder votre micro-entreprise au Brésil est venue par hasard ou par conséquence du fait que voilà, vous avez déménagé ici, ou c'était vraiment une réelle volonté de fonder un projet ici au Brésil? Et surtout, quels sont actuellement les défis que vous rencontrez dans l'élaboration de ce projet, vu que vous avez parlé que c'était un Mm. projet tout à fait nouveau? Quels sont ces Oui. défis aujourd'hui? Alors, je pense qu'effectivement, mon évolution, en fait, est nécessairement liée à ma vie ici au Brésil, à mon changement de vie, Mhm. à mon nouveau projet personnel. C'est agrégé à un nouveau projet professionnel, effectivement. Je pense, et là je vais utiliser de l'anglais, je pense que le Brésil, c'est the place to be. Place to be. Sur ce sujet en particulier. OK. Intéressant. Pourquoi? Parce que le Brésil est quand même un pays extraordinaire de par ses ressources naturelles. Euh, le Brésil a tout. On dit que Dieu est brésilien. Voilà. Effectivement, Dieu a tout mis, Au a Brésil. tout mis dans le Brésil. Voilà. En même temps, le Brésil est un concentré de problématiques environnementales qui ont un impact planétaire. Pour ne citer que le cas de l'Amazonie, qui est actuellement en état de rupture et qui pourrait, d'ici quelques décennies, devenir une savane selon les dernières études scientifiques Ah oui. qui sont sorties. Euh, on a des problématiques environnementales ici qui peuvent influer sur le monde entier. C'est partout pareil d'ailleurs, parce que tout ça est systémique. Donc, en fait, on ne peut pas isoler tel ou tel pays par rapport à cette problématique environnementale. Mais en tout cas, voilà, c'est un pays qui est un concentré de ressources naturelles exubérantes et qui est en même temps un concentré de problématiques environnementales. Et puis, ma petite expérience de 4 ans ici au Brésil m'a aussi montré que la population brésilienne a un très fort rapport avec l'environnement, Mhm. un très fort lien avec la nature. Ils sont très préoccupés, je trouve, par la nature et en même temps, parfois, ils la malmènent beaucoup. Euh, et bon, toute considération politique écartée, c'est parfois soit inconsciemment, soit par manque de connaissances, soit par nécessité. Mhm. Parfois. Donc, c'est paradoxal, mais Bien sûr. j'ai ressenti en fait cet amour pour la nature et en même temps cette propension parfois à la détruire. Euh, et l'idée est pour moi, via Officina Beija-Flor, de sensibiliser à des gestes qui puissent préserver cet environnement. Et donc les défis, en fait, les défis actuels pour pour ma petite entreprise naissante sont des défis, en fait, qui sont des défis, je pense, d'humilité Mhm. parce que
je vis au Brésil depuis 4 ans. L'idée n'est pas d'être une donneuse de leçons. J'ai encore beaucoup à apprendre. J'apprends tous les jours sur la culture, sur l'histoire, sur la mentalité, l'environnement brésilien. Et puis, c'est l'humilité aussi parce que je ne connais pas tout sur ces sujets-là, loin de là, j'apprends tous les jours. Donc, me fais aider de spécialistes quand j'atteins mes limites sur tel ou tel sujet. Ensuite, je crois qu'il y a un autre défi qui est un défi qui est celui de la bienveillance, hein, parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité au sujet. L'idée de l'aborder de manière la plus objective possible, tout en respectant un peu la position de chacun. Je sais que en France, par exemple, on a tendance, quand on parle d'écologie, à être traité d'écolo. Oui. Ici, il y a ce même mouvement envers les écochatos. Et l'idée, c'est d'arriver à présenter la protection de l'environnement et le développement durable, non pas comme un empêcheur de tourner en rond, mais comme un moyen de préserver les générations futures. Et pour ça, pas besoin d'être activiste, pas besoin d'être engagé. Simplement, le fait de faire sa part au quotidien en tant qu'individu, d'avoir un comportement éco-responsable, c'est déjà beaucoup. Et on est 8 milliards sur Terre, donc ça peut faire beaucoup si on s'y met tous. Oui, c'est vrai. Voilà. Et puis le dernier défi, je pense que c'est le fait de rester positif. Le fait de rester positif, parce que ce sont des sujets qui sont anxiogènes. Des sujets pas faciles à aborder, des sujets très politiques et des sujets qui peuvent être anxiogènes. J'ai pu le voir auprès d'enfants et auprès d'adultes. Et l'idée d'Officine Abeja Flor, c'est d'accompagner et de trouver des solutions, de parler créativité, de parler innovation et d'éviter de susciter de l'éco-anxiété. Parce que ça peut paralyser, ça peut pousser les gens à mettre des ornières et donc à refuser de voir ces questions-là en face. Et donc l'idée et le défi, parce que c'est un défi, je pense, c'est d'arriver à toujours rester positif et donc à rechercher des solutions, à montrer les innovations qui existent, les démarches, les startups qui peuvent être créatives sur ces sujets-là, et donc à cultiver l'optimisme. Cultiver l'optimisme, ouais. C'est vrai que oui, vous avez raison sur ça. Oui, c'est des sujets qui sont anxiogènes, beaucoup anxiogènes. Voilà, c'est la question du futur pour les générations qui arrivent. Oui, c'est très important. Et cultiver l'optimisme, oui, j'aime beaucoup cette idée. Très bien, c'est super. Ok, alors, on arrive gentiment à la fin de notre entretien. J'aimerais maintenant consacrer quelques minutes, du coup, pour une FAQ. Deixar a palavra também para o nosso convidado. Eu sei que eu vi, não sei se a Mary estava aqui. Ó. Alors, Ana, se você tem algumas perguntas, alguns comentários, você está livre de participar. Eu tenho várias, várias perguntas para você, Vanessa. Oui, oui. Il y a une question qui, je pense, bien, les objectifs des développement durable des entreprises sont incompatibles avec les objectifs de croissance finie. Et ma question est, qu'est-ce que tu penses sur la urgence précisément des
de l'importance de développer sustentable. Et qu'est-ce que tu penses aussi sur les pays émergents, par exemple, Brésil, etc., pendant ces process. Parce que les pays émergents, il y a un paradoxe parce que normalement, il y a un rêve comme je peux dire, de croissance sur les pays émergents. Mais comment tu penses que ce pays va produire sans la pollution, par exemple? Je crois que pour les pays émergents, effectivement, il y a cette question de croissance qui est prédominante et que par rapport à ces problématiques environnementales qui arrivent un petit peu en deuxième ligne, je pense que les pays émergents vont rapidement être rattrapés par ces sujets et que c'est d'ailleurs une chance parce que ces sujets environnementaux, ils ont l'opportunité de les intégrer dans leur processus de développement et donc de ne pas forcément avoir fait l'un sans l'autre, d'avoir d'abord eu un développement économique pur et dur et puis ensuite d'intégrer ces problématiques. Dans le cadre des pays émergents, c'est quelque chose qui peut s'intégrer directement. Maintenant, pour ça, il faut une volonté de vouloir l'intégrer directement et ce n'est pas forcément évident parce que les problématiques sont différentes en fait. Donc, je pense que c'est à la fois un frein et une chance pour les pays émergents d'intégrer ces problématiques environnementales, sachant que les produits émergents, si on en croit les dernières études scientifiques, vont faire partie des zones sur Terre qui vont souffrir le plus du changement climatique, des difficultés environnementales qu'on aura à affronter dans les décennies qui viennent, du réchauffement climatique. Donc, les évolutions, il faut arriver à les intégrer d'entrée de jeu aujourd'hui et le plus rapidement possible, qu'on soit pays émergent ou qu'on ne le soit pas. Le paradoxe, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le paradoxe, c'est que effectivement, dans les pays actuellement développés, sont à l'origine de ces difficultés environnementales et en même temps, aujourd'hui, tout le monde doit s'y mettre. Pays émergents, pays développés, tout le monde doit s'y mettre. C'est vrai. C'est vrai. Et, oui, je pense qu'il y a surtout, j'imagine que les pays émergents ont beaucoup critiqué le fait que les pays développés qui ont abusé de ce système de production à forte dose, maintenant prennent cette position de oui, maintenant on doit changer ça. Non, maintenant nous on est développés, mais vous devez maintenant appliquer ce même système-là pour vous. Donc je pense qu'il y a certains pays qui ont dit d'abord laissez-nous croître économiquement et après on pourra appliquer ça. Et voilà, je pense que c'est surtout des positions comme ça qui sont problématiques et qui sont un paradoxe. Comme vous dites. Alors c'est à la fois un frein, mais également ça peut être une chance pour ces pays de se préparer déjà pour les problématiques qui vont arriver dans les décennies. En effet. Après, la difficulté, elle tient aussi au fait que tout ça a un coût.
C'est ça. Et que pour mettre en œuvre des politiques environnementales qui soient solides, qui soient robustes, il faut pour ça avoir une économie qui soit solide, qui soit robuste et pouvoir dégager des fonds, d'où les difficultés, par exemple pour l'Afrique, à être financée sur des projets de développement durable. On demande beaucoup aussi aux pays émergents, mais sans leur donner forcément les moyens. C'est ça. Ce sont des pays émergents par définition, et les pays développés ne leur donnent pas forcément les moyens de pouvoir rentrer dans cette lutte pour résorber notamment le changement climatique. Oui, c'est ça. C'est oui, c'est toutes les problématiques de notre siècle, je pense, sur ces questions de l'environnement. Alors, moi, j'ai une question pour vous, Vanessa. Anna, j'ai répondu à votre question? Oui, d'ailleurs, oui, très bien. Oui, parfaitement. Comme je peux dire, précisément. Précisément. Très bien. Merci. Parfait. Alors, moi, j'ai une question pour vous concernant les ateliers du coup, que vous proposez. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous faites des ateliers présentiels? Est-ce que vous faites ça en entreprise? Est-ce que vous faites ça en particulier ou online? Comment ça se passe? Alors, je privilégie le présentiel Mhm. tant que je pourrai. Bon, j'ai commencé mon activité post-pandémie, on va dire, Ok. entre guillemets, puisqu'on n'est toujours pas sorti d'affaires complètement, mais je privilégie le présentiel du fait même du concept d'Officine Abbé Jaflor, puisque l'idée est vraiment de mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, comme le dit l'expression française, Ok. main en amasse en portugais. Donc l'idée, c'est d'avoir une interaction avec les participants de mes ateliers. L'idée, c'est de pouvoir travailler ensemble, jouer ensemble. Le format online s'est beaucoup développé et on arrive à faire des choses merveilleuses online. Maintenant, tant que je peux, je privilégie le présentiel. Les ateliers se font dans mon atelier. D'accord. Quand il s'agit de donner des ateliers à des particuliers, que ce soit des enfants ou des adultes. Et puis après, je me déplace dans les écoles, je me déplace dans les entreprises. J'organise également des visites sur des sites qui ont un rapport avec l'environnement. Là, j'ai une visite prochainement d'un centre de tri de déchets, par exemple, pour mieux comprendre où vont nos poubelles recyclables. Et donc, prendre la chaîne de recyclage des déchets. Voilà, donc c'est du présentiel de manière privilégiée et toujours vraiment en interaction avec les participants. Je privilégie le jeu, l'expérience, même pour les adultes. Il n'y a pas d'âge pour jouer. C'est vrai. Pour les entreprises, je propose davantage des séances de team building, par exemple, qui sont sur des thématiques différentes. Je me sers d'outils qui sont des outils qui existent en France et qui ont été exportés, des outils que je crée moi-même. Donc, j'ai un panel en fait d'outils pour concevoir mes ateliers et pour permettre à chacun de s'exprimer. Certains sont plus créatifs, d'autres sont plus cérébraux. Et en fait, plus on multiplie les formats et plus on multiplie les outils, mieux ça marche. Okay. Voilà, donc c'est mon expérience, ma courte expérience pour l'instant, mais les retours sont très bons. Les gens aiment faire et les gens apprennent mieux en faisant. En tout cas, c'est ma conviction. Donc, l'idée, c'est de faire, de tester, et de leur donner aussi des clés pour qu'ils puissent appliquer ça de manière quotidienne facilement.
facilement. Parce que quand c'est compliqué, c'est plus difficile à instaurer une routine. C'est plus difficile d'instaurer une routine quand c'est compliqué. Donc, si on veut instaurer des éco-gestes du quotidien, il faut que ce soit simple, pratique et facile à mettre en place. Ok, très bien. Et alors, est-ce que vous avez des ateliers fixes qui vont se dérouler durant la semaine ou ce sont des activités ponctuelles? Ce sont des activités ponctuelles, mais à terme, il y aura également des ateliers fixes. Les ateliers sont liés aux événements de l'année, Ok, aux journées mondiales, aux thématiques en rapport avec les saisons. Donc, j'essaie de concevoir mon programme d'atelier de manière à ce que ça suive aussi notre rythme de vie oui, au quotidien. J'ai par exemple réalisé des ateliers pour les fêtes de Noël, pour la rentrée scolaire, pour le carnaval, et avec des thématiques qui soient un peu liées à notre quotidien finalement, pour qu'à l'occasion de chaque événement de la vie, on puisse mettre en place des gestes éco-responsables au quotidien. très bien, parfait. Anna, est-ce que tu as d'autres questions, peut-être? Non, maintenant, non. Non, non. Alors moi, j'en ai une dernière, très importante, je trouve, pour moi. Est-ce que vous êtes optimiste concernant l'avenir? Oui, je suis optimiste. Il faut être optimiste. Je suis optimiste. Récemment, j'ai discuté avec pas mal de jeunes adultes qui sortent de leur parcours universitaire, de leur parcours d'école, et qui sont pleins de bonnes idées, pleins d'envie, sont volontaires. Donc, j'ai confiance en cette nouvelle génération. Je pense qu'il y a une réelle volonté de la part des jeunes de changer la donne, parce que je crois que voilà, ils refusent de se dire qu'ils ont un avenir qui est obéré, et ça m'enthousiasme, et ça me fait conserver mon optimisme. Ok. Et quand je vois le nombre de startups, le nombre de projets entrepreneuriaux qui développent de nouvelles technologies, qui font de l'innovation sur ces sujets-là, je me dis que vai dar tudo certo, Vai dar tudo certo. que ça va le faire. Vai dar tudo certo. En Ah, eu français. amo. Gente, vai dar tudo certo. Tudo bem. Non, très bien. Merci beaucoup, Vanessa. Oui, c'est important de penser. Je suis d'accord, je pense qu'il y a beaucoup de notre génération, enfin, en tout cas, je me considère dans cette génération, je suis assez jeune, j'ai 23 ans, mais je pense que je fais partie de cette génération qui réellement s'inquiète pour le futur et qui veulent réellement changer les choses. Donc, je me raccroche à votre idée, voilà, de rester optimiste sur ça. Très bien. Bom, acho que a gente está chegando ao fim do nosso evento. Já faz uma hora. C'est très intéressant. Je vous remercie, Vanessa, d'avoir participé à ce Merci numéro. à vous. Très intéressant. C'est un sujet c'est la première fois qu'on aborde ce sujet et je trouve que c'était très intéressant de pouvoir l'aborder de cette façon avec vous. Donc, je vous remercie au nom de la communauté Lingopass de ce moment-là. Je vous remercie énormément. Je vous remercie pour cette opportunité. Merci Anna pour l'écoute. Oh, je vous remercie. J'aime beaucoup. C'est un très bon thème et je ne suis pas très optimiste. Oh. A gente não conseguiu. Mas tem que ser. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. No panic. Pensar assim, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Bom, é isso, gente. Merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain événement. Voilà. Merci beaucoup.